Bien, comme d'habitude, Louis m'a volé la plupart des mots de la bouche, mais je vais juste revenir peut-être sur une ou deux choses et introduire plus directement à la journée, donc à cette première journée, puisqu'on a décidé d'avoir une première journée qui, comme vous allez le voir, va tourner autour de différentes manières de ce qu'on appelle souvent la théorie de l'esprit, et notamment par une série de remarques, de conférences qui, vous vous en rendrez assez vite compte, je pense, remettent en partie en question la toute-puissance explicative de la théorie de l'esprit qui comme vous le savez, doit beaucoup à un des conférenciers ici, Daniel Dennett, puisque c'est un peu à cause de vous que la théorie de l'esprit a eu beaucoup de succès. La stratégie l'interprète, intentional stance, est une des très nombreuses thématiques que Daniel Dennett a introduit dans les sciences cognitives. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on est très très fiers et contents que vous soyez là. Comme je vous le disais hier, je crois que sans vous, je serais probablement resté, peut-être au grand plaisir de Richard Glauser et d'autres, un philosophe très traditionnel. Et puis un jour, en lisant Dennett, et puis par la suite en suivant les cours de Joël Proust, et vous êtes les deux là, donc c'est fantastique. La source d'abord virtuelle puis concrète de ma transformation, que les philosophes non seulement avaient le droit, mais avaient tout intérêt à aller fouiller du côté des neurosciences, fouiller du côté de la psychologie, etc. Et c'était peut-être pas optimal du point de vue de l'avancée et la rapidité d'une carrière, mais en tout cas, c'était une ouverture absolument formidable, vraiment, et je remercie pour ça. Je remercie aussi beaucoup, comme l'a beaucoup insisté le vice-recteur, on est dans une université francophone, et je remercie aussi beaucoup Daniel Dennett d'avoir accepté que l'on parle en français et qu'on ait des slides, des diapositifs en anglais. Alors, j'imagine qu'en cours de route, il y aura des mélanges. La conférence de ce soir sera en anglais, mais Daniel Dennett comprend visiblement, vu ses signes métacognitifs, bien le français. Et donc les questions pourront lui être posées en français. Et aujourd'hui, il va intervenir en anglais, mais on peut poser des questions en français. Je pense qu'il n'y a pas de... Et c'est vraiment, on est très content que vous ayez été d'accord. Et merci beaucoup aussi pour ça, à part le fait d'être venu, d'être à l'origine du centre de sciences cognitives, etc. Vous avez joué un rôle très très important. Alors j'en reviens au centre de sciences cognitives, puisqu'il faut que je tienne jusqu'à 9h, puisque la conférence de Joël est à 9h et qu'il y a des gens qui risquent d'arriver. À 10h, pardon, à 10h. Heure d'hiver d'avant. Et ça me donne l'occasion de préciser peut-être un certain nombre de choses. C'est que, assez ouvertement, peut-être trop d'ailleurs, Louis, moi et les autres personnes qui sont impliquées dans ce centre de sciences cognitives revendiquons à la suite de Dan Dennett et de Joël Proust notamment une position naturaliste. Et par naturalisme, si vous voulez, ce qui est entendu, et Joël me corrigera parce que ces définitions font maintenant référence, c'est vraiment une manière d'envisager l'avancée. Alors elle le disait pour la philosophie dans la fameuse définition du dictionnaire des sciences cognitives, ou du vocabulaire des sciences cognitives, mais on peut l'étendre à toutes les sciences sociales et humaines, d'envisager qu'il n'y a pas 36 000 modèles explicatifs dans les sciences et qu'il serait étrange de continuer, de s'obstiner à travailler de manière totalement en parallèle les sciences sociales et humaines d'un côté et les sciences dites dures, les sciences de la vie de l'autre. Et aujourd'hui, notamment grâce à des gens comme Klaus Obermüller ou Redouane Chari, qui ont cet intérêt pour des comportements sociaux, pour des comportements communicationnels, pour la cognition animale, puisqu'on s'aperçoit que le comportement animal est extrêmement complexe, il doit bien avoir une mécanique cognitive pour expliquer un certain nombre de ces comportements. Redouane reviendra, si sa femme n'accouche pas dans la journée, nous parler de tout ça ce soir. Mais on a là aussi, du côté des gens des sciences de la vie, un appel pour une collaboration, d'une certaine façon. Vous autres et beaucoup d'autres, commencent les éthologues, ont longtemps utilisé des concepts très proches des nôtres, ont eu des observations très proches des nôtres, et pourtant ces deux domaines sont restés complètement imperméables ou grandement imperméables les uns aux autres. De la même manière, du côté des neurosciences, alors on a la Julie Grèce qui reviendra là-dessus, il y a du côté des neurosciences un développement phénoménal de ce qui s'appelle les social neurosciences, les neurosciences sociales,
Et là encore, il y a des notions qui sont très familières aux sciences sociales, qui sont aujourd'hui recrutées presque quotidiennement par les neuroscientifiques, qui s'intéressent aux phénomènes d'appartenance, qu'est-ce que ça fait d'être membre d'un groupe ou pas, qu'est-ce que c'est que des phénomènes d'imitation, qu'est-ce que c'est que la culture, il y a même les cultural neuroscience maintenant, enfin tout ça est en train de se mélanger d'une certaine manière, et je pense qu'on a besoin là des philosophes pour éviter que ce mélange tourne en une soupe plus ou moins buvable et profiter au maximum de ces interactions entre les différentes disciplines. Alors pourquoi cette thématique de la théorie de l'esprit et des limites potentielles de la théorie de l'esprit? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, depuis les réflexions de Premack en primatologie, de Dan Dennett en philosophie, puis des psychologues du développement qui ont, avec Wimmer et Perner, développé ces tâches inspirées par certaines de vos idées, qui montrent que ce n'est que vers l'âge de 4 ans, 4-5 ans, que certaines capacités liées à la représentation des états mentaux d'autrui se mettent en place. Bon, tout ça est très discuté, mais disons en tout cas dans l'histoire de la discipline. Cette expérience a eu un tel succès, presque un trop grand succès, si vous voulez, parce qu'elle a été répliquée des milliers de fois, dans des milliers de contextes différents, en montrant qu'il y a quelques variations, mais pas tant que ça. C'est probablement l'expérience la plus successful de toute l'histoire de la psychologie, en un certain sens, que ça a créé une sorte de modèle explicatif de tout, si possible, de tous les comportements sociaux, de toute la cognition sociale, sur laquelle on reviendra avec Laurence Kaufmann tout à l'heure, en termes de theory of mind, de théorie de l'esprit. Et une série de réflexions sur laquelle Joël Proust va s'appesantir, non pas s'appesantir, que va développer tout à l'heure Joël Proust, du côté des théories en lien entre la philosophie de l'esprit et les neurosciences, la psychologie, semble montrer que pour ce qui est de la connaissance de ses propres états mentaux, on n'est pas forcément tout le temps en train d'avoir des représentations de ces états mentaux, qu'on évalue notamment la fiabilité, la qualité de nos états mentaux par d'autres façons sur lesquelles elle va revenir. Du côté des sciences sociales, mais là, avec Laurence Kaufmann, on se trouve confronté à une résistance assez grande du côté des sciences sociales. Pour ceux que ça s'intéresse à ce genre d'enquête, allez voir du côté de la revue online gratuite Sociologie, au pluriel, le débat que le dernier article de Laurence et Laurent Cordonnier a suscité auprès des sociologues dits traditionnels. Mais disons, grosso modo, du côté des sciences sociales, il y a aussi cette idée que le comportement d'autrui, et en particulier pour un observateur qui essaye de comprendre ce qui se passe autour de lui, ne passe pas systématiquement, de loin pas systématiquement, par une représentation des états mentaux de l'autre. Il y a d'autres manières d'anticiper, de comprendre, d'interpréter le comportement d'autrui, très rapides, qui ont à voir avec ce que Laurence et moi appelons la sociologie naïve. On peut l'appeler peut-être d'autres façons, mais on essaiera de développer ça. Et puis, du côté de l'imagerie, du côté des neurosciences, Julie, j'espère, va nous montrer que, là encore, il y a toute une machinerie, si vous voulez, qui se met en place lorsque l'on observe autrui, lorsqu'on essaie d'interpréter son comportement, qui ne met pas forcément en jeu des zones qui sont traditionnellement liées à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc, autrement dit, qu'il y aurait d'autres moyens de prédire, d'anticiper le comportement d'autrui que cette théorie de l'esprit. Et puis, on se réjouit beaucoup d'écouter Redouane Chari pour se dire que s'il y a des organismes apparemment extrêmement simples comme des poissons, là encore, on a affaire à un certain nombre de stratégies souvent complexes, de modification du comportement des individus lorsqu'ils sont en présence d'autrui ou lorsqu'ils ne sont pas en présence d'autrui, lorsqu'ils peuvent être observés par autrui ou lorsqu'ils ne sont pas observés par autrui, qui ressemblent de loin à quelque chose comme une théorie de l'esprit, mais qu'on peut probablement expliquer par des mécanismes plus simples. Et je me réjouis, je suis très 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 curieux de voir comment tu t'en sors avec ce genre d'explication tout à l'heure. Alors voilà un tout petit peu pourquoi on est là ce matin. Voilà un peu aussi pourquoi on va commencer par Joël, qui, je crois, a permis déjà au cours de l'histoire récente, puisqu'elle est toute jeune, de la discipline, de poser ce genre de questionnement, et pourquoi on va terminer donc, ce soir à 18h30 par une conférence de Daniel Dennett, qui clôturera, je pense, très, très joliment cette journée, puisque vous étiez au début de la théorie de l'esprit,
et vous serez à la fin de la théorie des sports. Merci encore à tous et très bonne journée.